Accélérer la cadence de la vaccination pour atteindre 80% de la population dans les semaines à venir. Un nouvel objectif annoncé par le ministre de la Santé qui était au Parlement aujourd'hui, où il a également abordé la situation épidémiologique qui s'améliore et le recours au pass vaccinal. Les détails avec Amina Bkhar. Nous sommes à moins de 5 millions de vaccinés pour atteindre l'immunité collective escomptée. C'est ce qu'a annoncé Khalid Talb en réponse aux questions des conseillers. Il a également rappelé l'importance d'accélérer la cadence de la vaccination pour atteindre 80% de la population. Accélérer cette cadence, mais aussi consolider l'évolution positive de la situation épidémiologique. Et c'est là qu'entre en jeu le pass vaccinal, selon le ministre. L'équation fondamentale aujourd'hui, dans le contexte de la gravité de la pandémie du Covid-19 et des menaces qu'elle fait planer sur le droit à la vie, consiste à trouver l'équilibre entre l'impératif de protéger la santé publique et de garantir les droits, et essentiellement d'éviter la violation du droit à la santé, qui mènerait immanquablement à la violation de tous les autres droits. Khalid Talb a aussi rappelé que le recours au pass visait surtout à inciter les récalcitrants à se faire vacciner et à se prémunir contre les foyers épidémiologiques qui pourraient surgir subitement et déclencher une hausse des contaminations. Nous ne sommes pas isolés du reste du monde. Nous savons comment évolue une épidémie et une nouvelle vague est toujours possible. Et c'est dans ce contexte qu'intervient la nouvelle stratégie visant à élargir la campagne de vaccination à d'autres catégories, dont les migrants irréguliers, les enfants délaissés âgés de plus de 12 ans, les non scolarisés et les personnes à besoins spécifiques non vaccinées pour des raisons médicales. Arrêtons-nous à présent sur ce qui est devenu un véritable phénomène. Disponible depuis plus d'un mois, la série coréenne Squid Game connaît le plus gros démarrage de l'histoire de Netflix. 111 millions de foyers l'ont déjà visionné, parmi eux beaucoup de jeunes dont la fascination pour cette histoire mêlant jeux d'enfants, critiques sociales et violence extrême inquiète de plus en plus. Avant d'en parler avec notre invité, on regarde ce reportage signé Jazia Al-Hamad. Ces scènes ont littéralement fait le tour de la planète en quelques jours. Dans cette série sud-coréenne distribuée par une plateforme américaine, les personnages doivent participer à des jeux d'enfants qui se transforment en véritables tueries. Phénomène mondial, c'est le sujet tendance du moment auprès des jeunes Marocains à la sortie des classes et dans les cours de récréation. Squid Game est l'une des meilleures séries que j'ai regardées. Sans s'en apercevoir, on est plongé dans l'histoire, surtout lorsque nos camarades nous en parlent. J'ai été curieuse de voir ce que cache cette série. La série m'a beaucoup plu, j'ai accroché dès le premier épisode car j'aime tout ce qui a trait à l'horreur et à la peur. Interdite aux moins de 16 ans ou 18 ans selon les pays, la série semble engendrer un certain mimétisme dans les établissements, notamment dans le royaume. Violence, vulgarité et scènes de terreur, la simulation des jeux dans le monde réel inquiète de plus en plus les experts. Au Maroc aussi, il faut demander d'abord le contrôle parental. Ensuite, il faut impliquer le corps enseignant dans les écoles pour mettre en garde les élèves contre ces scènes. Plus de 132 millions de personnes ont commencé cette série en 23 jours, du jamais vu pour la plateforme de streaming. Un succès retentissant qui devrait rapporter au programme quelques 900 millions de dollars. Jeu d'enfant avec la mort à la clé pour les participants, Squid Game risque-t-il de créer de nouvelles violences dans les cours de récréation? En tout cas, la sonnette d'alarme est tirée. Pour en parler, le docteur Houda Hjiyej, pédopsychiatre, est notre invité. Docteur, bonsoir. Bonsoir. Alors pour commencer, pourquoi la série plaît-elle autant aux enfants, aux collégiens? Comment est-ce qu'on peut expliquer le succès d'un jeu mortel? Alors, ce qu'elle plaît aux enfants, c'est pas sûr qu'elle leur plaise, mais en tous les cas, ça fascine. Ça fascine par le côté morbide, justement, de la série. Il faut savoir que les enfants, ils jouent à tuer leurs compagnons de jeu, à se faire tuer par eux, mais ça ne leur fait pas peur. Ce qui peut apporter de l'angoisse dans cette série, c'est la mise en scène de la mort avec tous les éléments, justement, angoissants
le sang, le fait de brûler des corps. Et aussi, et surtout, l'association et le brassage avec quelque chose qui est censé apporter du plaisir aux enfants, qui est le jeu. Et je pense que cette association des deux peut créer une confusion émotionnelle chez les enfants qui vont avoir du mal à gérer seuls. Alors, je l'ai dit, la sonnette d'alarme a été tirée. À quel point le fait que des enfants, surtout de moins de 16 ans, regardent Squid Game est-il problématique? Quelle réaction cela peut entraîner ces scènes violentes chez eux? Alors, tous les enfants n'ont pas regardé Squid Game, mais la majorité ont été affectés par cette série. Il faut savoir que la réaction des enfants va différer en fonction de la capacité de l'enfant à différencier ce qui est une fiction de la réalité et à comment l'enfant a été préparé par son entourage à gérer ses émotions face à des images justement de violence. Je pense que le rôle de l'entourage est très important pour accompagner ces enfants à pouvoir justement, quand ils sont face à des images violentes, pouvoir intégrer cette violence et ne pas être affectés par ce qu'ils voient, notamment. Parlons à présent du mimétisme. Il y a beaucoup d'écoles qui ont alerté les parents avec des mots sur les carnets de correspondance pour dire que ces jeux sont interdits pendant la récréation. Qu'est-ce qui peut donner justement envie aux enfants d'imiter ce qui se passe dans cette série d'une extrême violence? Alors, les situations sont différentes, mais il y a deux situations particulièrement intéressantes à évoquer. Donc, les images violentes peuvent venir interpeller le jeune par rapport à des questionnements qui le taraudent à un moment de sa vie. Par exemple, comment avoir de l'autorité sur les autres, comment se faire une place, comment se faire respecter, comment avoir du plaisir. Et donc le jeune va avoir tendance, ça va faire écho à ces questionnements qu'il a en lui et il va avoir tendance à aller répéter le jeu et à aller imiter ce qui se passe dans le jeu pour résoudre cette problématique. L'autre situation, c'est l'impact traumatique donc ce qui est visionné dans la série, que les enfants vont essayer de gérer en répétant le jeu. Parce que la répétition du jeu va donner aux enfants le sentiment d'avoir de l'emprise et de maîtriser ce qui se passe dans le jeu. Donc ce n'est pas obligatoirement juste pour imiter ce qui se passe, mais c'est une manière à eux de partager les émotions du jeu avec les pairs et de pouvoir maîtriser ce qui se passe au fond d'eux-mêmes. Vous avez parlé tout à l'heure de la surveillance. Alors ce phénomène montre aussi la facilité croissante d'accès à de tels contenus. Dans ce sens, quels conseils vous pourriez donner aux parents ? Alors justement, les parents se sont rendus compte qu'ils ne peuvent pas contrôler à 100% l'accès des enfants à ces images. Un enfant peut être exposé de façon fortuite à des images de violence ou à des images sexuelles, même s'il y a l'interdiction. C'est pour ça qu'on essaie un petit peu d'accompagner les enfants en faisant de la prévention. Donc l'un des éléments les plus importants, c'est d'aider les enfants à nommer les images, ça veut dire à pouvoir les identifier, à pouvoir les maîtriser, d'accord ? La deuxième chose, c'est que les adultes puissent exprimer leurs propres émotions face à des images choquantes en présence d'un enfant pour encourager l'enfant à faire de même. L'enfant a besoin justement d'oser venir vers l'autre pour parler de ce qu'il a traumatisé ou ce qu'il a choqué face à une image. La troisième chose qui pourrait aider, c'est d'aider l'enfant à comprendre que ce qu'on voit sur l'image n'est pas obligatoirement ce qui se passe en réalité. Par exemple, quand on visualise les coulisses de la préparation d'un film, on se rend compte que ce n'est pas la même ambiance. Que c'est de la fiction, que ce n'est pas de la réalité. Que la mort n'est pas quelque chose d'aussi banal. Voilà, tous ces éléments-là vont préparer l'enfant quand il est exposé à des images violentes, à pouvoir ne pas être vraiment traumatisé par ce qu'il a vu. Docteur Houda Hjiyej, merci pour cet éclairage et merci d'avoir été des nôtres ce soir. Merci pour l'invitation.